Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le principe d'un test d'hypothèse. Donc c'est quoi la logique d'un test d'hypothèse? Premièrement, test d'hypothèse, c'est une grande branche de l'inférence statistique, une branche qui est quand même assez différente des intervalles de confiance qu'on avait déjà explorés. Donc intervalle de confiance aussi, c'est une des grandes branches de l'inférence statistique. Dans les deux cas, autant test d'hypothèse que intervalle de confiance, ça va reposer à peu près sur la même théorie, c'est-à-dire souvent théorème central limite, les conditions d'application de la loi student, etc., qu'on avait déjà exploré, mais c'est vraiment une autre approche. Et il existe une tonne de tests d'hypothèse. Nous, dans le cours, on va en voir quelques-unes, donc test sur une moyenne, une proportion, test d'indépendance un peu plus loin. Mais il y en existe vraiment, vraiment beaucoup dans le domaine des statistiques. Tous les tests d'hypothèse fonctionnent à peu près de la même façon. Donc, avec cette vidéo-là, j'espère qu'on va un peu éclaircir qu'est-ce que c'est un test d'hypothèse. Premièrement, on pourrait regarder justement comment est-ce que c'est écrit. Quand on voit qu'on a test, on voit qu'on a hypothèse, si on pense au mot test, un test, c'est souvent un examen, une espèce de mise à l'épreuve. Donc, on va essayer de mettre à l'épreuve quelque chose. Et on a aussi hypothèse. Hypothèse, ben, c'est souvent dans l'esprit justement d'une supposition de quelque chose dont on n'est pas tout à fait sûr à 100%. Donc ça, on ignore totalement à quel point c'est vrai ou non. Donc, on est dans le domaine d'une supposition. On pourrait aussi remarquer que hypothèse est au pluriel. Ça veut aussi dire qu'on va avoir plusieurs hypothèses. En fait, on va en avoir deux. Donc, si on met ensemble tout ce qu'on vient de dire, ça veut dire qu'un test d'hypothèse, c'est qu'en fait, on va essayer de mettre à l'épreuve les hypothèses. Les hypothèses qu'on va appeler dans le fond H0 et H1. Donc, H0, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, et le H1, l'hypothèse alternative, parfois aussi appelée contre-hypothèse. Donc, on en a deux, et on a deux hypothèses qu'on veut mettre à l'épreuve. On va les mettre à l'épreuve grâce à une expérience ou un échantillon. En particulier, ce qu'on essaie de mettre à l'épreuve, c'est particulièrement l'hypothèse H0. Okay? Parce que, on va le dire plus loin, mais on va supposer que H0 est vrai jusqu'à preuve du contraire. Okay? La preuve du contraire qui va être notre expérience. Et finalement, ben, toute la démarche va nous amener à prendre une décision, c'est-à-dire qu'on a deux possibilités. Okay? Donc, on va avoir deux issues possibles. Il y a un petit S qui manque ici. Deux issues possibles, soit on ne va pas rejeter H0, ou bien on va rejeter H0. Quand on dit ne pas rejeter H0, il y en a sûrement qui auraient voulu dire accepter H0. Oui et non. Okay? Dans le vocabulaire qu'on utilise en statistique, on va préférer dire ne pas rejeter H0. Donc, oui, en quelque sorte, on l'accepte, mais c'est parce qu'en statistique, on suppose H0 vrai jusqu'à preuve du contraire, mais on se laisse quand même toujours une porte au fait que peut-être on s'est trompé. Donc, c'est le langage qui est employé. Et quand on rejette H0, ben à ce moment-là aussi, on vient en quelque sorte d'accepter H1, mais encore une fois, on préfère dire qu'on rejette H0. Donc, tout le test va porter en fait sur le fait de vérifier H0. Le H0 et H1, j'oublie de le mentionner, c'est deux hypothèses qui sont contradictoires, qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Donc, ils sont complémentaires, ils sont contradictoires. Donc, si je rejette H0, c'est que je vais avoir favorisé en quelque sorte le H1. Pour essayer d'éclaircir le tout, on va se prendre un exemple dans lequel on va formuler des hypothèses. Donc, la mise en situation, c'est supposons que vous recevez une boîte dans laquelle il y a des dés. Et il y a peut-être certains dés qui sont truqués. Okay? Et les dés truqués, en particulier, ce serait le nombre de faces ayant un 5 dessus qu'on aurait pu modifier. Donc, pour chaque dé, dans le fond, on a deux hypothèses. Soit c'est un dé tout à fait normal, donc on va appeler un dé standard, ou bien ça pourrait être ce qu'on appelle un dé pipé. Dans le fond, c'est tout simplement pour dire un dé qui est truqué. Donc, on a ces deux hypothèses-là. Et là, tout de suite, on voit nos deux hypothèses sont contradictoires et ils ne peuvent pas être vraies en même temps.
Donc ici, on va poser un X qui se trouve à être le nombre de 5 obtenus en 60 lancés. Okay? Parce qu'on va faire des expériences pour essayer de déterminer si le dé est pipé ou non. Imaginez que justement, si vous n'avez pas la possibilité, vous avez les yeux bandés, vous ne pouvez pas observer chacune des faces du dé, vous pouvez seulement obtenir les résultats de cette expérience-là. Donc, le fait d'avoir X qui représente le nombre de 5 obtenus en 60 lancés, peut-être que je voudrais peut-être un peu réécrire mes hypothèses. On pourrait raisonnablement penser que un dé, qui est tout à fait normal, un dé standard, eh bien, en 60 lancés, étant donné que j'ai une chance sur 6 d'obtenir 5, ben, on devrait en moyenne obtenir 10 fois la face 5 avec 60 lancés. Et c'est tout à fait le cas. Ça va m'amener à réécrire mes hypothèses H0 et H1, cette fois-ci avec des notations un peu plus mathématiques, c'est-à-dire que mon H0, dans le fond, si effectivement mon H0 est vrai, donc en moyenne, je devrais avoir 10 fois le nombre 5, avec 60 lancés. Et au contraire, si mon dé a été truqué, et en particulier j'ai spécifié qu'on pouvait avoir truqué le nombre de faces ayant des 5, donc si mon dé est pipé à ce moment-là, eh bien, ça voudrait dire qu'en moyenne, je ne devrais pas avoir 10 fois 5. Ça pourrait être plus bas, ça pourrait être plus élevé, etc. Donc, on a encore nos deux mêmes hypothèses, mais qu'on a réécrit un petit peu différemment. Et maintenant, le but, c'est vraiment de déterminer laquelle des hypothèses est vraie. Ici, pour l'expérience, on va d'abord supposer que H0 est vrai. C'est un élément vraiment essentiel dans la démarche. On va supposer, mordicus, que H0 est vrai jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qu'on veut dire par preuve du contraire? La preuve du contraire, là, ça va être selon une expérience. Donc, selon le résultat d'une expérience qu'on va faire, donc quand on va vraiment lancer 60 lancers, si on obtient une situation tellement peu probable avec l'hypothèse, avec la supposition que H0 est vrai, ben peut-être que H0 n'était pas vrai finalement. Donc peut-être qu'on va être amené à rejeter H0. Par contre, si on a un nombre de 5 raisonnable, quand même très probable avec le fait que H0 est vrai, à ce moment-là, on ne rejettera pas H0. Donc selon les résultats de notre expérience, on va pouvoir ensuite s'y fier pour prendre une décision. Okay, donc le but, ça va être vraiment de prendre une décision. Et comme j'ai mentionné, ben, le vocabulaire qu'on dit, ben, ne pas rejeter H0, à ce moment-là, on en conclut que le D est standard. Ou bien, on va décider, selon le résultat, que s'il est très peu probable, qu'on va rejeter H0. Et à ce moment-là, notre conclusion, c'est que le D est pipé à ce moment-là. Donc, on a fait l'expérience. On avait 3 dés. Et on les a vraiment lancés à 60 reprises et on a obtenu 3 résultats différents pour chacun des dés. Donc, on a un dé ici. Donc, X et XP, c'est pour l'expérience, le résultat de l'expérience pour un des dés. Si j'obtiens 0 fois un 5 en 60 lancés, ça commence à être suspect. Okay? Normalement, on suppose qu'en moyenne, je devrais en obtenir 10. En avoir obtenu 0 fois en 60 lancés, ça semble peu probable. Ça semble très peu probable avec la supposition que mon dé était vraiment standard, qui était régulier. À ce moment-là, ça paraît tellement peu probable que peut-être que finalement H0 n'était pas vrai. Donc ici, là, avec un résultat peu probable comme ça, on va avoir plutôt tendance à rejeter H0, même si c'est possible. On pourrait être très peu chanceux et obtenir jamais 5 en 60 lancés, mais ça paraît quand même suspect. Probablement que le H0 est faux à ce moment-là, donc on doit le rejeter. Même chose pour si j'obtiens 30 fois la face 5 en 60 lancés, ça aussi ça paraît suspect. Okay, parce que on a une chance sur 6 d'obtenir un 5, donc en 60 lancés, on pensait en obtenir 10, alors que si j'en obtiens 30 fois, ben, j'ai obtenu à peu près une fois sur 2. Donc, c'est quand même très suspect. Donc, probablement qu'il y a peut-être plus de face 5 sur ce dé-là pour avoir obtenu 30 fois un 5 en 60 lancés. Malgré tout, c'est toujours possible. Okay? Il existe une très, très faible probabilité, on pourrait le calculer formellement,
mais la probabilité est très faible d'obtenir 30 fois un 5 en 60 lancés. Mais c'est quand même possible, mais très peu probable avec le fait que mon dé puisse être un dé standard. Donc ici encore, on a tendance à dire que probablement mon dé est faux. Pas mon dé est faux, mais mon dé est pipé, mon dé est truqué. Et à ce moment-là, j'aurais tendance à rejeter H0 encore une fois. Et finalement, dans mon troisième dé, cette fois-ci, j'ai obtenu 12. Ah! 12, c'est quand même pas très éloigné de 10. C'est tout à fait probable, même si en moyenne, oui, on devrait obtenir 10, mais c'est tout à fait possible. On a tous déjà lancé des dés. Ça se peut qu'une fois de temps en temps, ben, en 60 lancés, ben, si je suis dans la zone pas trop loin de 10, donc 8, 9, 10, 11, 12, ben, c'est quand même tout à fait probable comme que mon dé, en fait, était tout à fait standard. Okay? Donc, il n'y a rien de très suspect ici. Donc, on va plutôt avoir tendance à ne pas rejeter l'hypothèse nulle, le H0, et à dire que mon dé est peut-être tout à fait standard ici. Vous avez pu le constater, on commence à parler de probabilité. Okay? On parle de probable, peu probable, selon le fait que H0 puisse être vrai ou non. Donc, on commence à avoir des notions de probabilité qui apparaissent. J'ai écrit en rouge et en bleu là, un peu les conclusions qu'on venait de dire. Donc ici, le cas très peu probable, donc très peu probable avec l'hypothèse que le H0 puisse être vrai, donc ça nous a amené à rejeter. Même chose pour le 30, okay, qui, encore une fois, c'était très peu probable, donc on a été porté à intuitivement le rejeter, l'hypothèse nulle. Tandis que 12, ben, ça semblait quand même tout à fait probable, donc on n'a pas rejeté le H0. Donc on commence à voir que intuitivement, on prend notre décision de la façon suivante. On rejette H0 si on obtient un résultat qui est très peu probable avec le fait que mon H0 puisse être vrai. Parce que depuis le début, on l'a supposé vrai. Donc ici, en fait, là, sans qu'on ait fait de gros calculs, de manière seulement intuitive, on a fait un test d'hypothèse. Donc un test d'hypothèse, c'est vraiment ça. C'est de choisir, de prendre une décision entre deux hypothèses et de rejeter ou non l'hypothèse nulle. Par contre, évidemment, on veut faire un petit peu mieux que ça, okay? Parce que on a parlé de probabilité, etc. On voudrait définir une règle de décision beaucoup plus précise que ce qu'on vient de faire. Et c'est particulièrement au niveau du très peu probable. Qu'est-ce que ça va nous prendre à ce moment-là? Donc, si on parle de probabilité, ce que ça implique, ce qu'on va avoir de besoin à ce moment-là, c'est qu'on comprend qu'on va avoir besoin d'avoir une idée, en fait, de la distribution de probabilité. Okay? Donc, nous, ici, dans le cours, on a surtout vu la loi normale, la loi student. On va voir la loi du qui 2 et il y en existe d'autres, la loi de Fisher, binomiale, etc. Donc, on sait que si on commence à parler de probabilité, ça va nous prendre une distribution de probabilité. Okay? Et on va avoir des conditions, etc. pour savoir si on peut l'utiliser ou non. Un coup qu'on a de distribution de probabilité, le très peu probable, c'est qu'on va fixer une probabilité à partir de laquelle on rejette H0. Donc, ça va être une petite probabilité. Et cette petite probabilité-là, à partir de laquelle on va rejeter la H0, c'est ce qu'on va appeler le seuil de signification. Donc, on comprend que de 12 jusqu'à 30, à quelque part, il va falloir qu'on ait une certaine frontière. Même chose, ici, de 10 jusqu'à 0, aussi, il va y avoir une certaine frontière. Et finalement, tout ça ensemble, ça va nous permettre de formuler une règle de décision, donc en fonction de notre alpha, de notre seuil de signification, et de notre loi de probabilité, on va pouvoir préciser à partir de quelle limite, de quelle valeur critique, on va devoir rejeter ou non le H0. Donc, ça conclut la première partie des deux parties sur le principe des tests d'hypothèse. Donc, vous pouvez maintenant passer à la deuxième partie.